Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Donc voici les titres. C'est un projet à la dimension des ambitions du gouvernement guinéen. La convention d'exploitation du fer de Simandou est signée à Conakry. Le coût d'investissement est estimé à 14 milliards de dollars américains. Nous ferons le point dans le début de ce journal. La lutte contre le coronavirus. L'Égypte apporte son soutien à la Guinée. Un important lot de médicaments et de kits sanitaires en provenance du Caire vient d'atterrir à Conakry. Un geste que les autorités apprécient. Et puis nous l'avons appris hier soir, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée n'est plus, Simon Henshaw, a consacré ces dernières années à intensifier les relations de coopération entre Conakry et Washington. Voilà pour le sommaire. Vous êtes les bienvenus dans ce journal que nous ouvrons par ce message départ. De Conakry à son Excellence, M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, Washington, D.C. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion et une grande tristesse que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris le décès de Monsieur Simon Henshaw, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique près la République de Guinée. Diplomate talentueux, l'ambassadeur Henshaw aura efficacement et positivement contribué en si peu de temps au renforcement et à la diversification des liens d'amitié et de coopération existants entre nos deux pays. En cette période de dure épreuve, permettez-moi, Monsieur le Président, au nom du peuple, du gouvernement guinéen et à mon nom propre, de vous adresser nos sincères condoléances. Par la même occasion, je vous prie de bien vouloir transmettre au peuple ami américain et particulièrement à la famille de notre illustre disparu, notre profonde compassion. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, signé professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Cet autre message départ de Conakry à son Excellence, Monsieur Pascal Nyambeda, Président par intérim de la République de Burundi. Monsieur le Président, j'ai été profondément consterné par la triste nouvelle du décès de son Excellence M. Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu le lundi 8 juin 2020 à l'âge de 55 ans. Éminent homme d'État et dirigeant avisé, sa disparition laisse un grand vide dans l'arène politique burundaise. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre vous adresser personnellement au peuple frère du Burundi et particulièrement à la famille éplorée nos sincères condoléances. Veuillez recevoir, Excellence, Monsieur le Président par intérim, l'assurance de ma haute considération, signé professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Un chiffre pour commencer ce journal, 14 milliards de dollars. 14 milliards de dollars, c'est donc le montant prévu pour l'exploitation du fer de Simandou et c'est le consortium SMB Winning qui se charge de ces travaux. La signature de la convention a eu lieu mardi à Conakry. Lassé Koulibaly. C'est parti pour la signature de la convention de base relative à l'exploitation des blocs 1 et 2 du Mont Simandou. À travers cette convention, SMB Winning s'engage à exploiter le gisement exceptionnel de fer convoité dans le monde. C'est un projet gigantesque à l'échelle de notre pays, mais même à l'échelle de notre continent, vraisemblablement même à l'échelle mondiale. En tout cas, c'est un des plus grands projets miniers mondiaux que nous allons exécuter ici en Guinée. Mais une fois la signature effectuée, pour réaliser le projet, il s'agit de conjuguer les efforts de chacun. Toutes les parties prenantes auront un rôle essentiel à jouer, faute de quoi le projet ne pourra voir le jour. Avec un investissement estimé à 14 milliards de dollars américains, ce projet prévoit la construction d'un chemin de fer de 679 km reliant les mines à un port en eau profonde sur le littoral. La capacité estimée de ce port est de 80 000 tonnes par an. Conscient de l'enjeu lié à l'entrée en exploitation du Simandou, les ministères impliqués dans le processus s'engagent à accompagner le projet dans l'intérêt des parties prenantes. Le gouvernement du président Alpha Condé, à sa tête le Premier ministre chef du gouvernement Dr Kasseri Fofana, ainsi que tous les ministres impliqués dans l'aboutissement de ce projet, nous nous battrons pour que tous les engagements soient tenus. Déjà,
le président directeur général a parlé de la communauté. L'une des réformes qui nous permet aujourd'hui d'avancer aisément sur les conventions, c'est le code minier. Et ce code minier a été bien élaboré et toutes les conventions ont été négociées sur la base de ce code minier qui fait une part belle à la collectivité parce que le président de la République met au centre le développement à la base. Et qui parle du développement à la base, il insiste que les mines bénéficient aux collectivités locales. C'est le plus grand projet minier actuellement au monde, le projet Simandou. Le deuxième qui suit est un projet américain qui fait moins de 10 milliards de dollars. C'est un défi rare et c'est un défi que nous n'avons jamais eu à relever dans le secteur minier guinéen. Il est donc extrêmement important que l'ensemble des parties prenantes puissent avoir à l'esprit l'ampleur du défi pour que chacun se mette au travail d'arrache-pied pour que ce projet puisse effectivement passer la phase de développement à la construction et à la mise en exploitation. Outre l'aspect infrastructurel, les avantages en termes d'emploi, d'achats locaux sont pris en compte dans cet investissement. Cette signature de convention marque une étape décisive dans l'histoire du secteur minier guinéen, considéré comme un levier de croissance. Et tout comme les mines, les autorités guinéennes investissent aussi dans le développement de la pisciculture. L'activité mobilise de plus en plus de personnes et suscite désormais l'attention des partenaires. Un projet est actuellement en cours d'exécution en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée. Ce matin, le programme des Nations Unies pour le développement a remis des équipements aux animateurs de ce projet. Ansman Toumani Kamara. Dans l'arrière-pays, la promotion de l'aquaculture est en marche. En Haute et Moyenne-Guinée, 35 sites sont en cours d'aménagement pour un objectif d'environ 20 000 tonnes de poissons. Pour optimiser les résultats sur le terrain, des engins roulants et du matériel informatique sont remis aux promoteurs du projet. Urgence sanitaire oblige, juste quelques échantillons et un personnel réduit au strict minimum sont mobilisés pour la cérémonie. Nous renforçons les capacités de l'Agence nationale de production de l'aquaculture pour faire en sorte qu'elle puisse être opérationnelle et présente sur le terrain auprès des communautés. C'est ce qui explique la mise à disposition de ce deuxième lot d'équipements pour permettre la mobilité des personnes d'accompagnement pour qu'elles se rapprochent des communautés et passent les messages les plus importants en matière de production. Non seulement de faire en sorte que la Moyenne-Guinée puisse aussi être porteuse de tous les acquis de ce qui a été réalisé en Haute-Guinée depuis 2019 et faire en sorte que un des objectifs assignés par le président de la République au département du ministère de la Pêche que nous accompagnons puisse être réalisé. Financé à hauteur de 3 millions de dollars par le Japon et la Fédération de Russie, le projet d'appui au développement de l'aquaculture en Haute et Moyenne-Guinée est exécuté par le PNUD pour 3 ans. À terme, il entend favoriser la sécurité alimentaire et la diversification des sources de protéines dans ces régions. La construction des étangs piscicoles en Haute-Guinée et en Moyenne-Guinée. La population non seulement viendra donc s'approvisionner à travers ces étangs, au lieu d'aller acheter du poisson, ils produiront eux-mêmes leurs poissons qu'ils vont consommer sur place. Donc ça deviendra obligatoirement en réduction de la sécurité alimentaire et nutritionnelle absolument. Monsieur le Président de la République qui ne cesse donc d'apporter son aide combien inestimable par rapport à la sécurité alimentaire. Et le ministère est là. Nous faisons l'impossible pour ne pas qu'il y ait pénurie de poissons sur le marché. Donc tout ça, c'est des actions entreprises par le Président de la République qui sont mises en application par le ministère, bien entendu. Avant la remise du matériel, une conférence virtuelle a réuni le comité de pilotage du projet. Une occasion pour les bailleurs d'évaluer les acquis sur le terrain, notamment l'évolution du processus d'empoisonnement des étangs et des opérations de pêche en préparation et leurs impacts directs sur les populations locales.
Au même moment, les autorités, sous l'impulsion du chef de l'État, mettent leur énergie dans le développement des infrastructures. C'est un nouveau centre de santé qui vient de sortir de terre à Kagbelen, dans la préfecture de Dubreka, une initiative de l'Agence nationale de financement des collectivités qui vise à faciliter l'accès des citoyens aux soins de qualité. Moussa Komara. Voici l'image du tout premier centre de santé moderne du quartier Kagbelen Plateau. Réalisé au compte de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, il comporte une maternité, une salle d'hospitalisation, un laboratoire, une pharmacie, des latrines et des bureaux pour le directeur et les agents spécialisés. Le coût de réalisation est estimé à plus d'1 milliard de francs guinéens. Nous avons réalisé ce centre parce que quand vous regardez après le centre de santé de Dubreka ville, il n'y a pas une autre structure sanitaire de Dubreka, à partir de Negeya jusqu'à Ansoumania. Donc les 8 quartiers qui entourent ce centre-là ne bénéficient pas les soins de santé publics. Tout est privé. La construction de cette infrastructure moderne dans ces quartiers enclavés était un défi pour les autorités communales de Dubreka. Elle vient répondre aux besoins des habitants souvent contraints d'évacuer les malades vers les centres-villes. Ici, à Kagbelen, nous souffrons beaucoup. Quand nos enfants tombent malades, il faut les évacuer vers la commune urbaine de Dubreka ou Conakry. Mais aujourd'hui, nous avons grand espoir que ce cauchemar est derrière nous. Outre ce centre de santé moderne, un autre micro-projet a été financé par l'ANAFIC. Il s'agit de l'entretien de ce tronçon qui relie la commune urbaine de Dubreka au kilomètre 5, autrefois difficile à pratiquer. Cette route était dégradée quand nous avons pris fonction. Nous avons initié le projet parce que l'ANAFIC, il faut rappeler, l'ANAFIC c'est l'agence de développement, l'agence de financement des collectivités. Mais les routes comme celles dont nous venons de faire ne font pas partie de ces préoccupations. Mais nous l'avons initié, nous l'avons défendu, aujourd'hui c'est réalisé. Et je crois que ça fait la fierté non seulement du conseil communal, mais aussi la population est contente. Nous sommes très contents pour la réhabilitation de ce tronçon. On pouvait faire 15 à 20 minutes avant d'arriver au kilomètre 5. Nous remercions le maire et son équipe pour cette initiative. Longue de 5 km, l'entretien de cette route a été réalisé par une entreprise locale. La nouvelle équipe communale affiche sa volonté de changer l'image de Dubreka. Le désenclavement des 24 quartiers et la construction d'un centre de santé moderne à Bailobaya sont parmi les priorités des priorités. On va parler maintenant du projet Wiri Guinée. C'est un projet qui veut attribuer à chaque Guinéen un identifiant. C'est pour lui permettre d'accéder facilement aux services. Mais pour atteindre cet objectif, il faut que le projet soit expliqué et compris par les populations. Le plan de communication mis en place à cet effet a été présenté ce matin à Conakry. Le point avec Ousmane Bangoura. C'est la présentation du plan global de la stratégie de communication du projet Wiri. Une communication qui sera basée sur la sensibilisation des populations autour des différentes composantes de ce projet lancé le 26 juin 2019. L'objectif est d'attribuer aux Guinéens et aux étrangers vivant en Guinée un identifiant unique pour faciliter leur accès aux services, en vue de créer un registre des populations de la CEDEAO. Nous avons pris plaisir à travailler sur ce projet parce que c'est un programme novateur et qui, je pense, apportera beaucoup à la population guinéenne. Et comme c'est un projet sous-régional, je pense que nous pouvons être confiants pour la suite en termes de retombées, une fois que nous pourrons identifier les populations. Je pense que c'est un projet qui sera bénéfique pour les populations et l'ensemble des populations. La réalisation de ce programme est rendue possible grâce à la Banque mondiale à hauteur de 49,7 millions de dollars US. Toute chose qui réconforte les membres du cabinet du Dr Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement. Au nom du Premier ministre, je voudrais saluer le travail qui a été réalisé à cet effet et vous rassurer de son plein soutien à cette initiative dont il espère que ce projet
prendra, c'est-à-dire le plein envol souhaité pour le bonheur de nos politiques publiques. Toute politique publique à l'intérieur du pays, en l'occurrence, ne peut se faire qu'avec des informations, dont nous disposons. Et aujourd'hui, on sait bien que l'identification numérique permet d'avoir accès aux services de l'État, à l'identification même, c'est-à-dire carte d'identité, passeport, acte de naissance, acte de décès. Je l'espère à terme que ça puisse être de façon digitale, si c'est possible, là où c'est possible. Donc c'est vraiment un projet innovant. Désormais, pour obtenir les documents administratifs tels que carte d'identité nationale, passeport, certificat de résidence, extrait de naissance, certificat de nationalité, casier judiciaire et autres, il s'agira de suivre une démarche basée sur le plan stratégique mis en place par le projet. Sincèrement, ce document va nous servir de boussole pour pouvoir décliner toutes les activités de communication de façon efficace et efficiente dans le cadre de l'atteinte des objectifs du projet. Ce projet innovant vient favoriser la mise en place d'un registre national d'identification des personnes physiques reposant sur la biométrie. Et pendant ce temps, la vague de mobilisation contre le coronavirus ne faiblit pas. La Banque mondiale vient d'appuyer notre pays avec près de 11 millions de dollars. L'enveloppe est destinée à accompagner la stratégie qui vise à mettre fin à la pandémie en 60 jours. Mamadi Terna Kamisoko. La volonté affichée des autorités guinéennes de contenir la pandémie du coronavirus en 60 jours est partagée par l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Pour accélérer la mise en œuvre de ce nouveau programme communautaire porté par l'ANSS, la Banque mondiale débloque un montant de 10,9 millions de dollars. À Conakry, cette réunion du comité de pilotage vise à valider le plan d'urgence de l'institution bancaire pour appuyer la stratégie Stop Covid en 60 jours. Ce plan repose essentiellement sur la surveillance dans les zones affectées et la prise en charge rapide des malades. Ce projet a deux principales composantes. Dans la composante 1, vous avez tout ce qui est la réponse aux urgences. On sait que cette pandémie est une urgence, donc il faudra premièrement dépister les cas, suivre les contacts, assurer la prise en charge, assurer tout ce qui est logistique et aussi la communication et tous les aspects liés à la distanciation sociale. Donc les techniciens ont élaboré ce plan d'action et ils l'ont validé aujourd'hui. Nous ne pouvons que nous en réjouir de la qualité du travail abattu par les différents techniciens. Dans ce plan opérationnel, il est question de réactiver les ERAR, équipes d'alerte et de riposte aux épidémies installées dans les capitales régionales. L'implantation de laboratoires d'analyse et de centres de prise en charge est aussi prévue. Désormais que l'AB puisse tester le cas suspect de l'AB, Cancan puisse le faire, au moins que toutes les capitales régionales puissent aussi hospitaliser des cas éventuels, ce qui n'est pas maintenant le cas de figure actuellement. Donc la logistique aussi, il faut acheter beaucoup plus d'intrants pour parer à toute rupture des intrants et aussi de multiplier les laboratoires et acheter beaucoup de tests rapides pour que nous puissions tester tous les voyageurs qui désirent se déplacer d'un lieu à un autre, surtout les camionneurs qui doivent continuer l'approvisionnement de l'intérieur. Pour faire face à l'urgence, les membres du comité de pilotage recommandent à ce que les intrants susceptibles d'être trouvés en Guinée ne soient pas importés. Un principe désormais acquis. Parlons encore de lutte contre le coronavirus avec cette assistance médicale à la Guinée. Et c'est l'armée égyptienne qui apporte son soutien à travers des médicaments et des kits sanitaires. Sergent Abakar Kamano, il est notre correspondant de la presse militaire. Le cargo militaire transportant ce lot de médicaments et de kits sanitaires a atterri ce mardi sur le sol guinéen. À son bord, 13 membres d'équipage, dont un général, venu accompagner ce don offert aux forces armées guinéennes par l'armée égyptienne. Un geste de haute portée qui vise à appuyer la Guinée dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette assistance médicale présentée par l'Égypte était présentée à un nombre très limité de pays.
Ces pays se sont connus d'être des pays qui ont des relations vraiment très étroites et très fortes avec l'Égypte. Cette assistance médicale n'est qu'un signe de solidarité fraternelle qui existe déjà entre l'Égypte et la Guinée. Outre les autorités civiles et militaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et la pharmacie centrale de Guinée étaient présentes à la réception de ces matériels médicaux et sanitaires. Nous remercions très profondément le peuple égyptien à travers ce don qu'ils viennent à peine d'offrir à la Guinée dans le cadre de la lutte contre la maladie à Covid-19. Ces matériels seront vraiment utilisés à bonne échéance et aussi nous sommes vraiment contents de la réception de ces différents colis de kits sanitaires nous permettant d'atteindre nos objectifs dans le cadre de cette riposte. C'est le témoignage d'une amitié, d'une solidarité entre deux pays frères et c'est surtout le témoignage que dans la même lignée que ce qui s'est passé depuis les indépendances de nos deux pays, le président Alpha Condé et le président Al-Sisi cherchent et souhaitent inscrire nos relations dans la durée et avec beaucoup de force. Inscrite en première ligne dans la lutte contre le coronavirus dans notre pays, l'armée guinéenne ne ménage aucun effort pour réussir le pari de ce combat national. À Kindia, pendant ce temps, l'heure est à la sensibilisation au renforcement des gestes barrières. Le ministre de la décentralisation était dans la préfecture, général Bourema Condé, a tenté d'abord de comprendre les préoccupations des citoyens. Il a ensuite appelé au civisme. Momelamine Kamara. Dans la cité des agrumes, le port du masque n'est pas respecté par la plupart des citoyens. Un relâchement d'une des consignes des mesures barrières contre le Covid-19 que les autorités n'entendent pas tolérer. Face à cette préoccupation, le maire de la commune urbaine aurait fait une communication sur les dispositions prises contre toute personne qui serait appréhendée sans masque. Une disposition qui obligerait les contrevenants à payer la somme de 500 000 francs guinéens au lieu de 30 000. Des propos jugés par certains citoyens comme un abus de pouvoir, ce qui a provoqué d'ailleurs le lundi des échauffourées entre les forces de l'ordre et certains individus. En séjour de travail à l'intérieur du pays, le ministre de l'administration du territoire est ici à Kindia. Monsieur le président de la République, professeur Alpha Condé, a instruit son gouvernement de faire en sorte que ce mal n'explose pas en Guinée. Comme au tout départ, il était plutôt connu et canalisé à Conakry, faisant en sorte qu'il ne sorte pas de Conakry. Mais pour cela, le départ, c'est bien le respect des mesures barrières de sécurité sanitaire. Et il a été instruit que celui-là, cette citoyenne ou le citoyen guinéen qui ne porte pas sa bavette est soumis au paiement d'une amende de 30 000 francs. Le pays entier a appris cela et la mesure est appliquée partout. Pourquoi à Kindia, on a parlé de 500 000 francs? Alors, je me suis intéressé à cette question et c'est ce qui m'a amené à convoquer cette réunion des autorités régionales, des autorités préfectorales, communales, mais aussi nos forces de défense et sécurité, pour leur dire que là où l'on n'a pas besoin de troubles, il ne faut pas qu'on en crée. Le principal concerné, le maire de la commune urbaine, se dit très touché et exprime son regret de voir ses propres propos prendre une telle tournure dans sa collectivité. Je l'ai dit, c'est pour effrayer un peu ma population pour que chacun se mette à prendre des discussions conséquemment. Si cela peut déranger notre ligne de conduite, je présente toutes mes excuses à l'autorité que vous êtes. Mais c'est que vous avez beaucoup d'affection pour moi. Je le sais. Je sais que rien ne sortira d'ici. On va effrayer, on va étrangler notre population, encore moins l'autorité à Conakry que vous êtes. Au terme de cet entretien, les responsables locaux de Kindia ont mis l'occasion à profit pour promettre au ministre désormais de respecter et de faire respecter les décisions de l'État
pour la préservation d'un climat de paix et de quiétude sociale dans la cité de Mangakindi. Je le disais également au sommaire, nous l'avons appris hier soir, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée a tiré sa révérence. Simon Henshaw est décédé à Conakry. Le chef de l'État lui rend hommage. Vous l'avez suivi en début de ce journal. Maurice Sidibé revient sur les faits et gestes de ce diplomate qui aura tout consacré, son temps et ses efforts, au renforcement de la coopération entre Conakry et Washington. Depuis ce matin, le drapeau américain est en berne à Conakry. L'ambassadeur des États-Unis en Guinée a tiré sa révérence mardi soir. Il a été retrouvé mort à sa résidence. L'annonce a été faite sur la page Facebook de l'ambassade. Simon Henshaw était attaché au respect des principes démocratiques. Il est nommé ambassadeur en Guinée le 10 août 2018 et confirmé par le Sénat le 10 janvier 2019. Pendant les élections législatives et référendaires, le représentant de la diplomatie américaine était sur le terrain pour observer le scrutin. Je suis ici pour observer le déroulement des élections ce matin. Promouvoir la démocratie et les droits de l'homme a de tout temps servi des fondements à la politique étrangère américaine et à la coopération avec la Guinée. Comme mon gouvernement l'a dit, les États-Unis restent préoccupés par ces élections législatives et ce référendum constitutionnel. Nous continuons d'exhorter tous les partis à engager un dialogue civil non violent. Nous condamnons tout usage ou menace de violence. Ceux qui souhaitent voter devraient être libres de voter. Ceux qui souhaitent boycotter devraient être libres de boycotter. La violence de quelque côté que ne soit n'est pas acceptable dans une démocratie. Simon Henshaw a occupé des postes de haute responsabilité au département d'État, notamment en tant que sous-secrétaire adjoint et sous-secrétaire par intérim du Bureau de la population, des réfugiés et des migrants de 2013 à 2018. Ambassadeur Simon a servi dans 5 autres missions diplomatiques à l'étranger et participé à plusieurs missions nationales. Il est titulaire d'une licence. Âgé d'une 60aine d'années, le diplomate américain était marié et père de 2 enfants. Et voilà qui nous amène à revenir sur ce message départ de Conakry à son Excellence, M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique à Washington, D.C. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion et une grande tristesse que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris le décès de M. Simon Henshaw, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique après la République de Guinée. Diplomate talentueux, l'ambassadeur Henshaw aura efficacement et positivement contribué en si peu de temps au renforcement et à la diversification des liens d'amitié et de coopération existants entre nos 2 pays. En cette période de dure épreuve, permettez-moi, Monsieur le Président, au nom du peuple et du gouvernement guinéen et à mon nom propre, de vous adresser nos sincères condoléances. Par la même occasion, je vous prie de bien vouloir transmettre au peuple ami américain et particulièrement à la famille de l'illustre disparu notre profonde compassion. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. L'actualité hors de notre pays est marquée par des violences meurtrières attribuées à Boko Haram. 7 jours de deuil national au Burundi, la révision du passé colonial de la Belgique et les conséquences économiques du coronavirus. C'est le monde en bref avec Bernard Tonguino. Au Burundi, les drapeaux sont en berne suite à la mort du président Pierre Nkurunziza. Les 11 millions d'habitants entament un deuil national d'une semaine. Les populations se demandent ce que leur réserve l'avenir dans ces pays marqués par les crises politiques meurtrières et une longue guerre civile. Au Nigeria, la branche Boko Haram, de nouveau pointée du doigt suite à une attaque meurtrière, une opération terroriste qui a fait 59 morts. Un village entier a été incendié dans l'état de Borno. Dans un communiqué, le gouvernement nigérien attribue cet autre événement barbare à Boko Haram,
la branche ouest africaine de l'État islamique. La mort de George Floyd continue de susciter les réactions à travers le monde. En Europe, le passé colonial est remis en cause. En Belgique, par exemple, une pétition parle de la démolition de l'effigie du roi Léopold II à Bruxelles. Ravivée par l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, la polémique n'est pas nouvelle. Léopold II est jugé pour la mort de près de 10 millions de personnes au cours d'un régime colonial sanguinaire au Congo. Signée par une dizaine de milliers de personnes, la pétition exige le retrait des statues d'ici le 30 juin. La majorité des Belges, c'est pour eux un roi bâtisseur parce qu'il a construit la Belgique, mais il a construit la Belgique avec aussi une grande partie de l'argent qu'il a volé au Congo. Les perspectives économiques mondiales ne sont pas bonnes, on le sait. L'OCDE vient de nous en donner une preuve supplémentaire. L'Organisation des coopérations et des développements économiques a livré ses chiffres ce mercredi pour 2020 et 2021. Et d'après l'OCDE, l'économie mondiale va subir cette année sa pire contraction en temps de paix ces 100 dernières années. Une récession de plus de 10% pour la France, l'Italie, le Royaume-Uni. Ça, c'est dans le cas où l'épidémie reste sous contrôle. Mais l'OCDE envisage le risque d'une deuxième vague épidémique. Nous tablons sur un recul de 6% de l'économie mondiale en 2020, nous a ainsi expliqué le secrétaire général de l'OCDE. Et s'il y avait une deuxième vague, alors la récession serait d'au moins 7,5%. Et le renversement de tendance aurait plutôt la forme d'un U que celle d'un V. En cas de deuxième vague d'épidémie, les économies plongeraient encore davantage, avec des chutes de plus de 14% dans plusieurs pays, d'après les prévisions de l'OCDE. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à la préparer et à la présenter. Merci à vous aussi qui l'avez regardé partout dans le monde sur la télévision nationale.